Bonjour, good morning. Welcome for this second day of the meeting organized by Professor Jean-Jacques Hublin, who is here hiding, who kindly invited us to share with his colleagues from paleoanthropology our work on movement. Merci au professeur Jean-Jacques Hublin de nous avoir donné l'occasion d'avoir cette journée. On va pouvoir présenter des travaux aussi bien de neurosciences, de psychologie, de comportement et des sciences du sport, puisqu'on a d'éminents collègues qui sont venus, et de terminer par une petite table ronde à laquelle non seulement le professeur Vincent Nougier, qui fut directeur du GDR Sciences du Sport du CNRS, mais aussi le professeur Jean-Michel Manger, qui est ici, professeur au Collège de France, titulaire d'une chaire extraordinairement importante et grand spécialiste du travail, viendra terminer ce colloque en ouvrant, en partageant avec nous ses réflexions de façon à placer tout ce qu'on a pu dire pendant 2 jours dans une perspective un peu différente. Et je le remercie de nous consacrer une journée dans une discipline qui n'est pas la sienne, mais sur un sujet qui l'intéresse. Il est d'ailleurs assis à côté d'un mathématicien, et je sais qu'il s'intéresse beaucoup aux mathématiques depuis quelque temps. Je dis ça au cas où tu ne le saurais pas, Daniel. Voilà. Merci. Donc, la journée est organisée de la façon suivante. Nous avons quelques sessions qui sont présidées par des collègues. La première session va être présidée par Christine Assayante, éminente psychologue et grande spécialiste du développement de l'enfant, présidente d'une section du CNRS et qui a bien voulu venir présider cette séance. Christine, je vais vous laisser la parole pour présenter nos collègues qui tous ont dit qu'ils maintiendraient leur exposé strictement dans les temps qui sont impartis. Merci Christine. Bonjour à tous. Moi aussi, je m'associe aux remerciements pour les professeurs Jean-Jacques Hublin et le professeur Alain Bertos d'avoir imaginé, à l'occasion de ces Olympiades et ces Jeux Olympiques qu'on va prochainement accueillir, de mettre en lumière le mouvement. Alors, il y avait le mouvement d'hier, de nos lointains ancêtres, et puis le mouvement d'aujourd'hui. Et je trouvais qu'il ne pouvait pas y avoir plus belle transition entre nos lointains ancêtres et le mouvement tel qu'on le fait aujourd'hui et tel qu'on le performe aujourd'hui, que de commencer par l'approche développementale. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est une approche, effectivement, qui m'est chère. Et donc, pour commencer cette session, on va appeler le professeur Francesco Lacquaniti, qui va nous faire la transition entre l'évolution et le développement, et qui a choisi la locomotion, cette locomotion humaine et cette bipédie qui nous caractérise, même s'il y a encore beaucoup de mystères qui entourent ces orifices. À peu près 30 minutes. Oui, merci beaucoup. Alors, je remercie Alain Bertos pour m'avoir invité et les organisateurs de cette session. Merci Christine Assayante. Alors, le contrôle neuronal de la locomotion est hiérarchique. Le cortex, le ganglion de la base et le cervelet sélectionnent des comportements locomoteurs spécifiques. Ils projettent dans la région locomotrice mésencéphalique du tronc cérébral qui commence la locomotion. Et les signaux du tronc cérébral sont envoyés au réseau locomoteur de la moelle épinière pour exécuter la locomotion. À chaque pas, des dizaines de milliers de motoneurones de la moelle épinière sont excités.
Et nous avons développé une méthode pour suivre l'activité des motoneurones pendant la locomotion humaine, de vraies cartes épinières. Nous voyons qu'une vague d'activité se propage à travers la moelle épinière à chaque pas. Ces cartes sont importantes aussi pour les neuroprothèses. Par exemple, ils sont utilisés par Courtine et ses collaborateurs à Lausanne pour identifier les régions cibles de la stimulation électrique épidurale chez les patients blessés à la moelle épinière et pour rétablir la marche. Cette étude d'autres montre que les profils détaillés d'activation musculaire sont élaborés par le réseau locomoteur spinal, en anglais Central Pattern Generator, sous l'influence de la rétraction sensorielle des muscles, des tendons, des articulations et de la peau. Les Central Pattern Generators sont des oscillateurs neuronaux. De notre côté, les membres sont des oscillateurs mécaniques en raison de l'inertie, de l'élasticité et de la viscosité de l'appareil musculaire et squelettique. Le couplage en boucle fermée implique que les Central Pattern Generators n'ont besoin d'intervenir qu'avec quelques commandes pulsées pour réexciter les oscillations mécaniques lorsque de l'énergie est perdue. Grâce au couplage neuromécanique, nous observons une synergie cinématique robuste. Les oscillations des segments des membres au cours d'un cycle de marche varient à proximité d'un plan. Et c'est le timing des commandes pulsées pendant le cycle de marche. 1, 2, 3, 4. Alain Berthoz et Tamar Flasch ont fait une étude très intéressante. Ils ont montré que les expressions émotionnelles affectent aussi l'orientation du plan. Chaque fois que nous faisons un pas, nous devons engager de nombreux muscles pour soutenir et propulser le corps vers l'avant. Mais le système nerveux simplifie le problème du contrôle en activant des groupes de muscles de manière synergique. Les 4 impulsions de commande activent 4 ensembles différents de muscles ou de synergies pendant le cycle de la marche. Ainsi, les fessiers et le quadriceps fémoral sont activés à la frappe du talon pour l'acceptation du poids, suivis dans la phase d'appui par le triceps sural pour la propulsion, le tibial antérieur et le droit fémoral au début de la phase oscillante, et enfin le muscle ischio-jambier pour décélérer la jambe dans la phase oscillante. La marche et la course sont les 2 principaux modes de locomotion chez l'homme. Pendant la marche, le corps saute au-dessus de chaque jambe en arc de cercle, comme un pendule inversé. Au lieu de cela, courir est similaire à rebondir sur un bâton sauteur. Les activités musculaires diffèrent également entre la marche et la course. Cependant, les commandes pulsées émises par les Central Pattern Generators sont similaires. La deuxième impulsion est décalée plus tôt pendant la course, en raison d'une durée plus courte de la phase d'appui. Les commandes pulsées ou patterns neuromusculaires sont des variables cachées extraites des activités musculaires à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. La gravité, bien sûr, joue un rôle essentiel dans la locomotion. En raison de la gravité, nous pouvons toucher le sol sans perdre le contact. Le mécanisme du pendule implique que la marche devient impossible lorsque la force centrifuge dépasse la force centripète due à la gravité et que le corps décolle en phase aérienne. Ce rapport est le nombre de Froude selon le principe de similarité dynamique de McNeil-Alexander. Par conséquent, la vitesse maximale théorique de la marche est proportionnelle à la racine carrée de la gravité. En fait, la plupart des gens passent de la marche à la course à des nombres de Froude proches de 0,5 à environ 7 km par heure, lorsque la course devient plus efficace énergétiquement.
L'analogie du pendule s'applique aussi à la phase oscillante, puisque le membre oscillant se comporte également comme un pendule affecté par la gravité. Que se passe-t-il sur la Lune, où la gravité est 1/6 de la gravité terrestre? Les astronautes ne peuvent marcher qu'à très faible vitesse, inférieure à 3 km par heure. Et en fait, les enregistrements vidéo des missions Apollon montrent que les astronautes ont couru ou sauté, au risque de tomber parfois. Ils s'amusent. It was almost dangerous. You lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leak next to it, you're going to be dead. Se separare c'est un risque toujours aussi pour la prochaine mission. OK. Jusqu'à présent, j'ai parlé de la locomotion des adultes. Maintenant, rembobinons la bande de vie du début. Comment et quand la locomotion commence-t-elle? Dans l'utérus, les premiers mouvements locaux peuvent être enregistrés par échographie à 7 semaines de gestation. Quelques semaines plus tard, les fœtus commencent à donner des coups de pied avec les jambes. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas marcher. Ils flottent en apesanteur dans les sacs amniotiques à flottabilité neutre. Ce n'est qu'après la naissance que les bébés font l'expérience de la gravité terrestre. Nous avons enregistré de manière non invasive chez les nouveau-nés l'activité de motoneurones spinaux individuels pendant des mouvements de jambes. Et pour ce faire, nous avons utilisé des électrodes à haute densité développées par Dario Farina et Alessandro Del Vecchio. C'est l'activité des 6 motoneurones lors d'une flexion rapide de la jambe et du pied. Ci-dessous, vous voyez la décharge des motoneurones. Au-dessus, le mouvement de la jambe. Les motoneurones spinaux des nouveau-nés ont des potentiels d'action hautement synchrones. La synchronie est quantifiée par la corrélation temporelle qui est beaucoup plus élevée que chez les adultes. Une synchronie élevée compense le temps lent de contraction des muscles néonatals et est responsable de coups de pied rapides. Juste après la naissance, les bébés peuvent marcher en neutralisant la gravité. Ce réflexe inné est généré par des mécanismes sous-corticaux, car le système corticospinal est encore immature. Le réflexe de pas est déclenché par des signaux de poids générés par le contact des pieds avec la surface d'appui. Les nouveau-nés supportent environ 30% de leur poids pendant la phase d'appui. Pendant la phase oscillante, ils supportent tout le poids du membre. Compte tenu de l'immaturité de leur système nerveux, comment parviennent-ils à marcher? Nous constatons que l'activité musculaire est très simple par rapport à celle des adultes. Il se compose de formes d'ondes quasi sinusoïdales, avec une coactivation étendue de plusieurs muscles, alors que l'activité musculaire des adultes est beaucoup plus fractionnée. Ici, ce sont les patterns communs à tous les muscles des nouveau-nés qui marchent. Une commande pour l'extension des membres en appui et une autre pour la flexion des membres pendant l'oscillation. Les adultes présentent 2 patterns supplémentaires, l'un à l'attaque du talon
et l'autre au décollage du pied. Si l'un bloque une jambe, le nouveau-né continue de marcher avec l'autre jambe. Et cela montre le contrôle indépendant de chaque jambe à la naissance. Mais lorsque la jambe est relâchée, le bébé reprend le pas bilatéral. Les adultes balancent normalement leurs bras pendant la marche. Certains nouveau-nés, pas tous, balancent leurs bras avec un couplage diagonal avec les mouvements de jambes similaires aux adultes. Les tout-petits font généralement ces premiers pas sans assistance vers l'âge d'un an. C'est l'un de mes fils qui m'a donné l'idée d'étudier les enfants, et il est là. Ce temps long pour la marche sans assistance est nécessaire à la maturation des centres de contrôle locomoteur. Mais que se passe-t-il pendant cette longue période? Nous avons incité des enfants d'âge différents à marcher sur un tapis roulant tous les quelques mois depuis leur naissance. Nous avons vérifié qu'il y a une augmentation progressive du nombre de patterns d'activation et de synergie musculaire avec l'âge. Ici, des milliers de pas sont tracés ensemble pour chaque groupe d'âge. Il existe une corrélation étroite entre les changements des modules neuromusculaires et les changements dans la mécanique des membres. Différentes couleurs montrent la correspondance temporelle entre les modules et les cinématiques de membres ici. Les deux patterns d'activation du nouveau-né sont suffisants pour la covariation planaire du mouvement de la cuisse, de la jambe et du pied, mais la posture est fléchie. Les pieds sont levés haut pendant l'oscillation et le transfert de pression du talon aux orteils pendant l'appui est absent. Chez les tout-petits, les nouveaux patterns sont synchronisés au toucher et au décollage, fournissant des forces horizontales pour décélérer et accélérer le corps. Chez les adultes, les 4 patterns sont synchronisés avec précision autour des phases critiques du cycle de la marche. Les jambes sont maintenues beaucoup plus droites que chez les enfants, ce qui réduit le coût énergétique et augmente l'endurance. Le centre de pression se déplace en douceur du talon aux orteils. Je dois mentionner que la première description de la covariation planaire chez les tout-petits a été faite en collaboration avec Guy Chéron. Et c'est le développement des cartes épinières à différents âges qui montre la maturation différentielle des générateurs lombaires et sacrales. L'ajout de nouveaux patterns neuromusculaires au cours du développement peut dépendre des contributions corticales. Zandvoort et Dominici ont constaté que chez les tout-petits, la cohérence entre les signaux électroencéphalographiques du cortex sensorimoteur et l'activité électromyographique des muscles des jambes n'est présente que pour les nouveaux patterns appelés supplémentaires, mais pas pour les patterns congénitaux. La myélisation du système cortico-spinal survient après la naissance, entre 1 et 2 ans, mais le système n'atteint pas sa pleine maturité avant l'adolescence. Ici, c'est le volume du système cortico-spinal qui s'est montré à droite. Il y a longtemps, Nikolai Bernstein a proposé que la réduction des degrés de liberté de la coordination motrice facilite l'apprentissage d'une nouvelle tâche en réduisant l'espace de recherche. Et nous avons trouvé cet effet en comparant les adultes et les tout-petits qui marchent sur une surface horizontale, un obstacle, des escaliers, une surface inclinée vers le haut ou vers le bas. Les adultes ajustent la relation de phase entre le mouvement relatif des segments des membres en fonction de la tâche. Les tout-petits, cependant, ne changent pas de phase et ils utilisent la même synergie cinématique dans toutes les conditions. Ils bloquent leur degré de liberté cinématique pour apprendre la nouvelle tâche motrice. J'ai déjà mentionné le mécanisme du pendule pour la marche. Avec ce mécanisme, l'énergie potentielle gravitationnelle est échangée
avec l'énergie cinétique vers l'avant. Les adultes économisent jusqu'à 65% d'énergie à la vitesse optimale d'environ 5 km par heure. Chez les tout-petits, cependant, le mécanisme n'est pas encore mature, comme le montre le faible pourcentage de récupération d'énergie. Cependant, seulement quelques mois d'expérience de marche permettent d'améliorer considérablement le mécanisme. Mais comment le contrôle locomoteur se compare-t-il entre les animaux? Les mammifères commencent à marcher et à courir à des moments très différents après la naissance. Les ongulés sont précoces. Les gnous marchent dans les 30 minutes suivant la naissance. Ils peuvent distancer leurs prédateurs très bientôt. Mais le début de la marche doit être calculé depuis la conception et non la naissance, pour tenir compte du développement prénatal. En comparant différents mammifères, Gurwitz a montré que l'apparition de la marche autonome post-conception est liée à la taille du cerveau. Le cerveau doit atteindre une certaine maturité avant de pouvoir contrôler la marche autonome. Si le bébé humain pourrait-il naître 1 an et 9 mois après la conception, il pourrait commencer à marcher de manière autonome tout de suite, comme l'éléphant dont la gestation est 1 an et 9 mois. Nous avons comparé quelques espèces animales pour lesquelles nous avions des enregistrements musculaires complets pendant la locomotion. La pintade, le rat, le chat, le macaque et les humains. Au cours de l'évolution, ces espèces ont divergé il y a des dizaines de millions d'années. Et cependant, nous avons constaté que les rats nouveau-nés présentent 2 patterns superposables à ceux des nouveau-nés humains. Les animaux adultes présentent 4 patterns similaires à ceux des tout-petits humains. Le développement humain se sépare de celui des autres animaux par la suite. Les adultes humains présentent des impulsions d'activation beaucoup plus brèves que celles des autres animaux. Il existe bien sûr d'autres similitudes de synergie locomotrice entre les espèces animales. Nous avons comparé ici la cinématique locomotrice de 44 espèces différentes de mammifères et de 10 espèces d'oiseaux. Ces espèces varient en taille des souris pesant 30 grammes aux éléphants pesant 4 tonnes. Il s'agissait d'une étude plutôt fatigante sur le terrain qui nécessitait de visiter plusieurs jardins zoologiques et de filmer les animaux libres. Nous avons constaté que toutes ces espèces partagent la même synergie cinématique. La coordination du mouvement des segments de membres obéit à la loi de la covariation planaire. Ce qui diffère d'une espèce à l'autre, c'est la relation de phase entre le mouvement relatif des segments de membres, ce qui entraîne une orientation différente du plan. Est-ce un phénotype hérité des ancêtres communs? Ou est-ce plutôt le résultat d'une évolution convergente? Nous avons cherché la présence d'un signal phylogénétique dans la dispersion des valeurs de rotation du plan chez les animaux. Et nous n'en avons trouvé qu'un très faible. Les valeurs des espèces proches n'étaient pas plus similaires entre elles qu'aux valeurs des espèces éloignées. La synergie cinématique est une caractéristique qui est apparue indépendamment plusieurs fois au cours de l'histoire de l'évolution, probablement parce qu'il simplifie le contrôle neuronal, mais aussi parce que les contraintes biomécaniques agissent d'une manière similaire chez des espèces éloignées. Une autre invariant cinématique est la loi de puissance 2 tiers, présente chez l'homme, le singe, l'éléphant, la souris, la mouche, mais Alain Berthoz en parlera. Pour résumer et conclure, j'ai illustré des principes locomoteurs qui simplifient le contrôle. J'ai montré que les commandes locomotrices antigravitationnelles sont innées. La complexité des commandes neuronales augmente au cours du développement. Les principes de contrôle locomoteur sont partagés entre différentes espèces animales à la suite d'une évolution convergente. Des caractéristiques communes coexistent avec des innovations évolutives. Par exemple, le contrôle de la locomotion bipède érigé chez l'homme. Et ici, ce sont les principaux collaborateurs de nos études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour ce
Magnifique exposé. Alors moi j'avais une question. Il y a des études anciennes qui montraient qu'on peut entraîner le jeune enfant à partir de la locomotion automatique du nouveau-né et que si on entraîne ce rythme, il marcherait plus tôt. Qu'en est-il et quand vous avez fait des suivis longitudinaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, non, c'est intéressant. C'est une étude il y a longtemps de Zelazo. Zelazo, oui. Et après, ça a été repris par Jane Young. Oui. C'est très intéressant. Bien sûr, le training, ça a des effets. Et il a été déjà montré hier que dans des peuples qui ont l'habitude de stimuler beaucoup l'enfant, il commence à marcher avant. Mais il y a eu des critiques parce que peut-être c'est pas bien de surcharger les nouveau-nés. C'est un réflexe qui est montré là pour l'étude et pour peut-être faire plaisir aux parents. Mais les muscles ne sont pas encore très puissants. Le système postural n'est pas encore là. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui c'est très bien. Donc, je sais qu'à l'heure actuelle, à l'Ordre mondial de la santé recommande des stimulations pour les jeunes enfants dès la naissance, mais globales, avec des stimulations, on va dire sensorimotrices, ce fameux couplage perception-action, à la fois de la sensorialité et laisser le mouvement émerger sans forcément l'entraîner. Ça, c'est un très bon point. Enfin, dans la pathologie, vous savez très bien, particulièrement dans la paralysie cérébrale des enfants, il y a des réductions de mouvements qui ont des conséquences aussi dans le développement des os, des muscles et aussi du cerveau. Le mouvement est essentiel. Quand il y a des problèmes dans l'utérus, dans la génération des mouvements, il y a des situations pathologiques quelquefois pas compatibles avec la vie. Il nous reste à vous remercier encore pour cette riche discussion.